Donald Trump a prolongé de 10 jours le délai accordé à l'Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz, invoquant les progrès réalisés dans les négociations de cessez-le-feu. Le chef de l'armée suisse affirme que la défense du pays a des lacunes, notamment contre d'éventuelles attaques de drones. Une déclaration qui survient alors que Berne s'apprête à augmenter ses dépenses militaires. L'Iran a désormais jusqu'au 6 avril pour ouvrir le détroit d'Ormuz, passage crucial pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Ce jeudi, Donald Trump a de nouveau repoussé son ultimatum après une demande du gouvernement iranien, a-t-il assuré. Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a révélé que les pourparlers avec Téhéran visant à mettre fin à la guerre se déroulent très bien, malgré des affirmations erronées diffusées par des médias propageant des fake news, a-t-il écrit. S'exprimant lors d'une réunion du cabinet peu avant son annonce, Donald Trump a éludé les questions concernant le détroit d'Ormuz, indiquant que ces décisions étaient prises sur la base des conseils de ses émissaires. I don't know yet. I don't know. Mr. Witkoff and JD and Jared will tell me whether or not they think it's going along, and if it's not going along, maybe not. And we have a lot of time. You know what? It's a day. In Trump time, a day, you know what it is? That's an eternity. Si le détroit n'est pas encore sécurisé, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré que Washington avait constaté une augmentation quotidienne du trafic dans le Golfe. The Iranians believe they are fighting a two-front war. It is the military war that our great warriors are prosecuting. But on the other side, they are trying to take control of the global economy through a choke point that we believe does not exist and that we will overcome. Mr. President, we are starting to see more and more movement in and out of the Gulf today, and this is more than yesterday, and this is the beginning. I am confident that shipping traffic will continue to increase on a daily basis even before we secure the straits. Ce vendredi, les gardiens de la Révolution qui ont forcé 3 porte-conteneurs à faire demi-tour ont indiqué que le passage de tout navire provenant ou à destination de ports appartenant aux alliés et au soutien des ennemis américano-sionistes est interdit. Fin de citation. Du 1er au 26 mars, le trafic a chuté d'environ 95%, 158 traversées ont été enregistrées sur cette même période. Après le nouveau report de l'ultimatum de Donald Trump, le Brent, référence internationale, est reparti légèrement à la baisse, autour de $107 le baril. C'est l'une des conséquences indirectes de la guerre au Moyen-Orient, alors que le détroit d'Ormuz reste bloqué, entraînant une hausse des coûts de transport. Les chaînes d'approvisionnement humanitaire sont sous tension. Ici en Somalie, l'acheminement des vaccins et des denrées alimentaires jusqu'à l'UNICEF devient de plus en plus difficile. Shock to the system because it means that we can't get supplies in as easily and that fuel costs are really high. And so it's another problem that we have to try to deal with, and it means that more and more children will suffer. Les coûts de transport pourraient augmenter de 30 à 60% sur certains itinéraires, une hausse spectaculaire des prix qui inquiète aussi les agriculteurs. Alors même que la saison des semailles commence tout juste dans l'hémisphère nord, le prix du gaz naturel, un composant essentiel des engrais, a fortement augmenté. De plus, près d'un tiers du commerce mondial d'engrais transite par le détroit d'Ormuz. Les rendements agricoles pourraient en être affectés, de même que le coût des productions. La guerre au Moyen-Orient dure désormais depuis un mois. Dans une interview accordée à Euronews, le Comité international de la Croix-Rouge exige l'arrêt immédiat des attaques contre toutes les infrastructures vitales face à l'aggravation de la situation pour les civils. Ms. Boliaric, we are seeing a significant escalation in Iran. How is this affecting people on the ground? Unfortunately, what we observed today and what we have observed for the past 4 weeks is the fact that civilians are bearing the brunt of this recent escalation. The fact that civilian infrastructure is at the forefront of attacks across the Middle East region, including in the Gulf countries, is unacceptable from a humanitarian perspective. Are you seeing indications that humanitarian law is being violated, and if so, in what ways? Deliberate, indiscriminate attacks on essential services can constitute a serious breach of international humanitarian law because they affect people
that are protected under these laws. And they create an environment where nowhere is safe anymore. You can come under pressure because you're directly targeted, because your house is destroyed, but you will equally come under pressure and be required to flee if there's no access to drinking water anymore, or if you have no electricity anymore to ensure access to health and other services that you need for survival. We are seeing strikes on civilian infrastructure, such as energy facilities. What does that mean for the country's ability to recover in the long term? Every time such attacks happen, we know it will take much, much longer for the civilian population to be able to return to normalcy, but also for economies to return to levels that are necessary to sustain people's welfare and people's existence. What responsibility does the Iranian leadership bear when it comes to de-escalation and improving the situation for civilians? The responsibility under IHL is equal for all states. They bear the primary responsibility not to attack civilian infrastructure, to protect civilians, to spare civilians as much as possible from hostilities. Any state conducting deliberate attacks on civilian infrastructure is at fault. Thank you for your time, Ms. Boljaric. Le nouveau chef de l'armée suisse affirme que Berne ne dispose pas de moyens de défense nécessaires contre d'éventuelles attaques de drones telles que celles utilisées dans la guerre au Moyen-Orient. Parce que contre les menaces qu'on voit maintenant dans l'Iran, on n'a plus ou moins rien. Rien, zéro. Et vous voyez après, ça c'est la raison pour laquelle on doit investir dans ce domaine-là. Et une chose qui me fait vraiment de souci, c'est qu'est-ce qu'on fait si ces nouveaux systèmes, les drones et tout ça, vont dans les mains des terroristes. Alors après ça, on n'a encore plus besoin de tous ces systèmes de défense. Cette mise en garde intervient alors que le gouvernement suisse s'apprête à augmenter ses dépenses militaires afin de renforcer la défense aérienne du pays, notamment la protection contre les drones. Le chef de l'armée indique que Berne a deux priorités principales. La première, c'est une réponse sur les menaces hybrides. Ça commence des attaques cyber dans l'espace des informations. Et la deuxième, c'est contre la menace de grande distance. Au début du mois, la Suisse et l'Union européenne ont également annoncé leur intention d'approfondir leur coopération en matière de sécurité et de défense, notamment par l'échange d'informations dans des zones allant de l'Ukraine au Moyen-Orient. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré ce jeudi lors d'une conférence de presse à Canberra, en Australie, que la Bundeswehr n'interviendra pas dans la guerre en Iran tant que les hostilités se poursuivent. Il a toutefois précisé que les troupes allemandes pourraient être déployées dans le cadre d'une mission de paix pour sécuriser le détroit d'Ormuz une fois qu'un cessez-le-feu aura été conclu. Cette visite en Australie marque un renforcement significatif des liens de défense entre Berlin et Canberra. Plus tôt cette semaine, les deux pays ont convenu de simplifier le déploiement de troupes et de collaborer à un nouveau système d'alerte spatiale conçu pour détecter les menaces pesant sur les réseaux satellitaires mondiaux de la part de puissances telles que la Russie ou la Chine. L'Australie prévoit également d'intégrer des missiles de fabrication allemande dans ses propres chaînes de production, alors que les ressources militaires mondiales sont mises à rude épreuve par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Boris Pistorius a déclaré que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les partenariats en matière de sécurité et à réduire les dépendances unilatérales, alors que l'Allemagne continue d'accroître sa présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Après avoir passé 5 ans en prison, la leader de l'opposition bélarusse Maria Kolesnikova est arrivée à Berlin, où elle a pu recevoir le prix Charlemagne qui lui avait été décerné lorsqu'elle était en détention. Euronews a pu s'entretenir avec elle concernant l'avenir de son pays. Welche Entwicklungen machen Ihnen Hoffnung in Belarus und welche machen Ihnen Sorgen? Weil man denkt und spricht über Zukunft, es gibt große Sorgen, so dass Belarus kann ihre Souveränität verloren und es ist ganz nah eigentlich, weil ökonomisch wir sind nicht mehr so unabhängig als früher und das ist eigentlich
ein Teil, es ist Ergebnis von Sanktionen. Wenn die Sanktionen ganz starkes Druck auf Lukaschenko machen, der kehrt sich nach Russland. Und Russland hat natürlich profitiert dafür, dass Belarus keinen Kontakt mit EU hat. Mais qu'en est-il de la majorité de la population bélarusse? Se tourne-t-elle, elle aussi, vers la Russie ou davantage vers l'Union européenne? Es gibt jetzt eine riesige russische aggressive Propaganda in Belarus und es ist vielleicht sogar viel gefährlicher als Sanktionen, weil es ist schon 5 Jahre vorbei und es gibt jüngere Generationen, die haben 2020 und Proteste nicht mitgekriegt. Sie wissen jetzt nicht mehr, was ist das, was ist was. Und Gefahr ist, dass in noch ein paar Jahren oder noch 5 Jahren, es würde schon mehrere Generationen sein, die würden überhaupt nicht verstehen, was EU ist und was demokratische Werte ist. L'UE doit donc dialoguer avec Alexandre Loukachenko et défendre ses intérêts, estime Maria Kolesnikova. Und wenn man nicht mit Lukaschenko keine Gespräche wollen, irgendwann kommt die Zeit, der Staat Lukaschenko, die müssen mit Putin sprechen. Und das ist, finde ich, viel schlimmer. Maria Kolesnikova compte donc sur le soutien de l'Europe. Elle espère que l'engagement et la solidarité renforceront à long terme la voie vers plus de démocratie et d'indépendance au Bélarus.